Les substances psychoactives, comme le tramadol, vous avez aujourd'hui des moyens d'arrêter. Salut à tous, Captain Mali, encore pour vous. Alors, bienvenue encore une fois dans une autre escapade. Bon, la dernière fois, Agnès et Forga, avec Michou, celle qui vend des produits cosmétiques. Donc, malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres, notre invité ne parle pas Bambara bien comme il faut. Donc, aujourd'hui, nous avons une invitée que j'ai trouvée très spéciale. Je l'ai rencontrée quand j'étais à la formation du FACEJ. C'est un facilitateur d'un programme qui finance les jeunes entrepreneurs. Donc, elle avait un projet que j'ai trouvé très intéressant quand elle s'est présentée. Alors, je lui ai demandé de faire un podcast, tout ça pour vous, la famille. Donc, bonjour Fatou, comment ça va? Bonjour, comment tu vas? Ça va, super. Oui. Est-ce que tu veux te présenter pour l'audience, qui tu es, ce que tu fais, tout ça? Alors, je suis Fatou Doucouré, spécialiste en sevrage tabagique, promotrice de la société Finish Addict. On accompagne les gens dans leur sevrage du tabac, des drogues et des substances psychoactives. On a installé un cabinet à Bamako qui est là depuis presque 2 ans, où on sevre les gens avec une méthode au laser. Alors, la famille, pour, on va dire, un peu plus de précision pour vous, au cas où vous ne le savez pas, le sevrage, c'est le fait d'arrêter de consommer un produit quelconque. C'est bien ça? Quand tu es sevré à quelque chose, ça veut dire que tu arrêtes la consommation de la chose. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Donc, Fatou, en gros, elle aide les gens à arrêter de fumer. C'est ça? C'est ça. Super. Ça, j'ai trouvé très, très honorable parce que déjà, c'est compliqué. Déjà que c'est écrit sur la boîte fumer tue. Déjà que c'est déconseillé de partout. Je me demande... Moi, je me demande pas. Je sais un peu pourquoi. Mais explique-nous un peu ton parcours, parce que c'est très honorable quand même d'arriver à faire arrêter aux gens ceux qui, la plupart du temps, ils veulent arrêter eux-mêmes. La plupart des fumeurs, ils veulent arrêter, mais ils n'y arrivent pas. Donc explique-nous déjà ton parcours, par quoi tu as passé jusque-là. Alors mon parcours est un peu complexe, mais il va être compréhensible au bout de notre discussion. Ok. Moi j'étais agent RATP, donc agent du métro à Paris. J'ai voulu reprendre mes études parce que j'avais envie de changer. Donc de là, j'ai voulu reprendre l'école, mais j'ai pas pu. Voilà. Mais j'ai pu faire des formations. Donc ces formations-là, j'ai commencé par la formation d'arrêt du tabac. J'ai trouvé ça super intéressant, mais j'y croyais pas. Tu croyais pas qu'on pouvait arrêter? Non, j'ai fini ma formation, j'ai eu la certification, mais j'y croyais pas. Donc j'ai même sevré quelqu'un, mais j'ai dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que quelqu'un peut arrêter aussi facilement? Et donc, plus j'avançais dans ma formation, plus je me suis renseignée sur la psychothérapie, sur l'effet de la psychothérapie, le subconscient. Et donc là, j'ai fait la formation de psychothérapie. Là, c'était vraiment plus difficile parce que la plupart des gens qui font cette formation, généralement, ils ont une formation en médecine ou font partie du personnel soignant. De là, ça a été un peu difficile, mais bon, j'ai réussi. Et là, après, je me suis spécialisée en sevrage des addictions. Super. Donc, moi, je vais retourner un peu en arrière. Donc, ça veut dire que tu as vécu toute ta vie en France? Je suis née, grandie en France. J'ai beaucoup voyagé en Afrique parce que ma passion, c'est les voyages. Et mon but... Ah ouais, tu as fait combien de pays comme ça? En Afrique? Non, en général, dans le monde. Plus de 20. J'ai pas fini. T'as été dans plus de 20 pays? Oui, plus de 20 pays. Ok, super, excellent. Ouais. D'accord. Alors, tu disais que... Désolé de te couper encore. Je t'en prie. Je voulais retourner un peu en arrière. Tu avais été à quel niveau d'études quand tu as décidé de prendre des formations? Moi, j'ai arrêté l'école très tôt. Quand je dis très tôt, peut-être à un niveau bac. J'ai commencé à travailler, j'ai ouvert ma société. Tu avais déjà ta société après le bac, tout ça? Après le bac, oui. En fait, je travaille avec un oncle. Et de là, j'ai dû reprendre sa société. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais peut-être 19 ans, 20 ans. Donc, la tête sur les épaules pour chercher de l'argent, mais pas pour, gérer une société. Voilà. C'était quelle société, ça? C'était un salon de coiffure. Donc, à Paris, il y a un quartier, on va dire un quartier africain où il y a beaucoup de salons de coiffure, de salons afro. Et donc, j'étais là-bas. Donc, on a créé une façon de faire
pour que, en fait, il y ait beaucoup de gens qui viennent chez nous. Ok. Et notre salon, vraiment, il a très bien marché Ok. le bout de temps qu'on était là-bas. Super. Voilà. Donc, t'es passé de là, comment t'es passé de la gestion du salon à agent de métro? Il y a beaucoup d'années qui sont passées entre-temps. Ok. De ce travail, Tu as géré le salon combien de temps? peut-être 2 ans. Ok. Après, en tant que bonne malienne Marrakech, je me suis mariée. Donc, Ok. j'ai arrêté de travailler. Ok. Et de là, après ça, en étant très jeune, un mariage très jeune, c'est souvent voué à l'échec. Donc, je me suis retrouvée employée. J'ai fait plusieurs métiers. J'ai travaillé dans le commerce, j'ai travaillé dans l'administration. J'ai fait plein de métiers. Ok. Voilà, tous ces métiers m'ont permis d'être là aujourd'hui, en fait. Donc, tu as beaucoup d'expérience. J'ai beaucoup d'expérience. Super. Et donc, j'ai travaillé pour des grands centres commerciaux aussi, comme Carrefour, Oh. pour Auchan, pour Casino. Ok. Donc, tout ça, j'ai pris de l'expérience dans ces grands centres commerciaux-là. C'est ça qui m'a permis d'être ici. D'accord. Et pour la formation, ça a démarré au bout de... C'est quand tu as eu le déclic d'aller te former dans ça? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en tant qu'agent RATP, on a une formation. La formation, elle dure, je pense, si je me rappelle bien, 3 mois. Ok. Et la formatrice qui m'a formée, elle m'a beaucoup inspirée parce qu'elle nous a appris, mais en fait, elle nous a donné l'amour du métier, en fait. Ok. Donc, depuis que j'avais fini cette formation-là, j'ai travaillé à la RATP, ça s'est très bien passé, mais j'avais envie de me former encore, d'apprendre toujours. Parce qu'en fait, pour moi, un cerveau qui dort, ça devient compliqué. C'est un cerveau mort. C'est dur, ouais, c'est un cerveau mort et c'est dur à vivre. Donc, j'avais ce besoin d'apprendre. Ok. Voilà. Donc, tu es allé... Mais qu'est-ce qui t'a... Je veux dire, tu es allé au PIF, tu avais un attachement spécial par rapport à ce domaine-là, ou tu es arrivé un peu par accident et tu as aimé? Je ne suis pas arrivée par accident. Je ne peux pas tout raconter, mais je pense que c'était ma destinée. Ok. Pourquoi? J'ai vu beaucoup de gens de ma génération tomber dans la drogue, tomber dans des addictions et ne pas pouvoir en sortir. Donc, quand on voit ça, on se demande qu'est-ce qui serait passé si ces personnes-là auraient été aidées, auraient été sensibilisées. Ok. Peut-être qu'ils n'en seront pas où ils en sont aujourd'hui. Et j'avais vraiment cette envie d'aider. Voilà. Donc, quand j'ai commencé la formation, c'était vraiment dans le but d'aider, mais je n'étais pas sûre que ça marche. Voilà. À la fin de mes 3 formations, j'étais persuadée que ça marcherait. J'aurais pu le faire en France, gagner beaucoup d'argent, mais ma vision était beaucoup plus grande que ça. D'accord. J'ai décidé de rentrer à Bamako parce qu'en fait, je voulais partager cette activité-là avec ma communauté. Et ça, c'est honorable déjà, il faut que je le dise. Et ce genre de choses, c'est très sensible parce qu'on connaît tous quelqu'un où, par moment, on a des proches qui tombent dans ces choses-là. Et les gens n'en parlent pas beaucoup. Déjà, toi, je ne sais pas, est-ce que tu es motivé par quelque chose comme ça? Est-ce que tu as vu un proche, quelqu'un dont la situation t'a, on va dire, personnellement touché? Je pense que je ne peux même pas compter. Je ne peux pas compter que ce soit en France ou ici. Mais à Bamako, on est encore plus confronté parce que tout le monde se connaît, tout le monde est à peu près ensemble. Mais je ne connais pas une famille où il n'y a pas ce problème de drogue. Non, ça c'est vrai, il faut le dire. Les gens le cachent beaucoup. Et avant d'aller à plus de questions, selon toi, quelle est la différence entre les manières d'aborder, par exemple, la drogue et les addictions à la drogue en France et ici, comment les gens, et la manière de gérer des gens ici? En fait, en Occident, il y a plus d'aide, d'accompagnement. Donc, à un moment donné, si un parent voit que son fils est dépendant à une addiction, il peut le renvoyer vers des services qui vont s'occuper de cette personne, peut-être même gratuitement, l'accompagner et l'aider à se sevrer. Voilà. Tandis qu'au Mali, les soins sont vraiment chers. Donc, les parents, déjà, quand ils voient que l'enfant il est addict à une drogue, ils ont peur. Ils ont peur d'en parler déjà à l'entourage pour pas qu'on les pointe du doigt. Et après aussi, pour le soigner, ça coûte vraiment cher. Et souvent aussi, peut-être qu'on ne trouve pas la solution. On n'a pas les bons mots pour soigner. Je comprends ça. Alors, quand tu as pris la décision pour venir ici, ça a été quoi les premières actions que tu as faites? Alors, pour venir ici, j'en ai parlé déjà à ma fille. J'ai une fille de 16 ans. Ok. Et les gens ne vont pas te croire. Ah, j'ai une fille de 16 ans. Je ne te croyais pas du tout. J'ai une fille de 16 ans. Ok. Et vraiment, c'est ma fille qui m'a aidée
à grandir et à m'aider à Passer développer mes activités. Ok. Ah ouais. Quand je dis ça, pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'avoir ma fille, ça m'a donné un élan pas possible. Ok. Donc vraiment, j'ai voulu lui donner un bon modèle, une bonne vie, être assez stable. Et le fait d'avoir plusieurs projets et de déménager, ça, c'est pas preuve de stabilité. Donc j'avais besoin de son consentement, on va dire. Ok. Donc de là, quand je lui ai proposé le projet et qu'elle a été consentante pour venir avec moi à Bamako, j'en ai parlé à ma famille. Ma famille n'ont pas compris. Parce que c'est vrai que c'est incompréhensible, tu gagnerais plus à faire ça en France. Non, pas pour cette activité-là. Déjà, à la RTP, je gagnais très bien ma vie. Okay. J'étais assez à l'aise. Donc, en tant que jeune, on va dire, d'origine africaine, qui a un poste assez bien en France, les parents, pour eux, tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu dois rester sur ce poste-là, t'y tenir et tout ça. Donc, vraiment, ma démarche n'a pas été comprise par rapport à ma mère. Mais mes frères m'ont vraiment encouragée. Ils m'ont dit, vas-y, si tu as envie de le faire, on te soutient. Et vraiment, ça m'a donné du courage pour arriver ici. Oh, franchement, j'ai envie d'applaudir, mais les micros ne vont pas supporter. Alors, quand tu es venu finalement, l'idée c'était quoi? Tu voulais ouvrir une entreprise? Est-ce que tu as pris connaissance on va dire, de ce monde-là ici, de différents cabinets ou de différentes personnes qui appliquent la même chose avant de venir? Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, hier, à la formation, on a parlé de ça, de l'étude de marché. Pour moi, dans ma logique, une étude de marché, ça se fait sur un produit qui est déjà présent. C'est vrai. Mon activité n'est pas présente à Bamako. Donc, je me suis dit, non, je vais taper dans le tas. Et dans tous les cas, ça prendra le temps qu'il faudra. J'ai tout préparé pendant 1 an. Mais tout ce que j'ai préparé, il n'y a rien qui a été... comme tu voulais? Comme je voulais. Et pourquoi? Parce que tu pensais que ça n'existait pas et tu es venu trouver que ça existe, ou à cause de quoi? Non, mon activité, le sevrage au laser n'existe pas. Le sevrage au laser. Ok, mais donc il y a d'autres types de sevrage ici, je suis sûr qu'il y en a normalement. Oui, alors il y a un service psychiatrique du docteur Makalou Akati qui s'occupe des personnes addictes aux drogues et qui les prend en traitement. Et bon, apparemment, il a des très bons résultats. Il y a un service, le service psychiatrique du Point G aussi, qui prend en charge les personnes addictes aux drogues aussi. Voilà. Donc la différence est dans le style de traitement. Le style de traitement. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas praticienne. Et ma méthode, en fait, c'est une méthode au laser. Ce n'est pas une méthode qui est connue, mais c'est une méthode qui marche. Donc, par exemple, si je te prends un exemple, tu as fumé 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu as pris ta décision d'arrêter de fumer, tu viens pendant une séance de 2 heures avec moi, je vais te présenter qu'est-ce qu'est le tabac, quel effet ça a sur ton corps, quand tu vas arrêter, comment ça va se passer, et on va utiliser le laser. Quand tu as utilisé le laser, tu n'as plus aucune envie, tu n'es plus dépendant physiquement au tabac. Et maintenant, c'est la volonté qui va te permettre de continuer ton sevrage. Alors la famille, je prends une petite pause pour demander à toutes les personnes qui nous regardent ici, si vous connaissez des gens qui ont ce type d'addiction, qu'ils en parlent ou pas, si vous pensez qu'ils ont une quelconque volonté d'arrêter. Parce que ce que Fatou vient de dire est très intéressant. Moi, je me suis à un moment donné très renseigné sur la chose, et quand tu es addict à quoi que ce soit, il n'y a que ta volonté qui va être déterminante pour arrêter. Donc elle va me dire si c'est vrai ou pas. Mais vous pouvez contacter Fatou, on va laisser ses contacts, pour pouvoir aider ces gens. C'est une proposition que vous leur ferez. Et même si vous-même qui regardez le podcast, vous avez envie d'arrêter de fumer ou envie d'arrêter de fumer autre chose, n'hésitez pas. Je pense que ça, c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Tu as parlé de volonté. La volonté est la base de toute chose. Donc une personne, généralement les jeunes qui viennent chez moi, souvent c'est leurs parents qui les poussent à venir. Donc je vais faire le premier entretien avec le jeune homme et je vais dire à ses parents que je ne pourrais pas le traiter. Il y a des parents qui vont mal le prendre, mais peut-être avec le temps, ils vont comprendre pourquoi. Un jeune qui n'a pas envie d'arrêter, tu ne peux rien faire. Tu peux que le sensibiliser, le conseiller, jusqu'à qu'il prenne conscience des méfaits des drogues ou du tabac, et c'est là qu'on pourra le sevrer. Wow, ça c'est... Bon, je le savais déjà, mais bon, dit comme ça, ça fait une douche d'eau froide, quoi. Alors, quand tu es venu, tu disais déjà, je voulais pas qu'on attaque le laser tout de suite, mais quand tu es venu, pourquoi tout ne s'est pas passé comme prévu? Pour plein de choses. Déjà, je pense que j'étais pas prête. Financièrement, psychologiquement. Et s'il te plaît, approche un tout petit peu plus. Tu m'entends? Non, approche-le, pas toi, juste tourne-le vers toi. J'étais pas prête psychologiquement.
Pourquoi je dis ça? C'est que je me suis dit, bah, écoute, je venais tous les 2, 3 mois à Bamako. Ok. Je connais un peu. Certes, je ne parle pas bambara, mais je pense que je pourrais me débrouiller. J'ai assez de contacts, assez de connaissances pour développer mon activité. D'accord. Donc même le choix de Bamako, c'est un peu être maso parce que j'aurais pu aller à Dakar. Tu as de la famille là-bas? J'ai des connaissances et surtout, en fait, Il y a plus d'opportunités? il y a plus d'opportunités ou à Abidjan. Mais je me suis dit, je viens à Bamako. Si j'arrive à tenir à Bamako et que mon activité se développe, je peux aller n'importe où et ça va réussir. Mais attends, il doit y avoir autant de fumeurs ici que là-bas. Comment il y aurait plus d'opportunités là-bas? Parce que les gens sont plus ouverts sur certains points. Ça veut dire la psychothérapie. Ici, je parle de la psychothérapie en français. La plupart des gens vont penser que je fais du charlatanisme. Ok, Voilà, charlatanisme. c'est pas vrai. Ok. Tandis que là-bas, bon, les gens, ils ont la mentalité un peu plus ouverte, donc ils vont se dire, ah non, ils vont aller se renseigner sur Internet, ils vont aller regarder, ils vont dire, non, bon, il y a des résultats, on va essayer plus facilement qu'au Mali. Le Malien en lui-même, ce qui marche beaucoup, c'est le bouche à oreille. Ok. Donc le fait que, par exemple, quelqu'un qui ait fumé 10 ans, 20 ans, Tu le fasses arrêter? je le fais arrêter, Ok. ça va me rapporter d'autres clients qui vont venir par rapport à l'arrêt de cette personne-là. Et comment est-ce que tu as vécu dans les faits? Est-ce que tu as une petite anecdote de qu'est-ce qui t'a fait réaliser, on va dire vraiment sur le tas, que là, je ne suis pas prêt financièrement, là, je ne suis pas prête psychologiquement? Une anecdote qui t'a fait réaliser ça? Je suis venue avec toutes mes économies. On parle de combien d'argent? Je vais plus de 15 000 euros. Ça fait plus de 10 millions, je pense. C'est largement suffisant pour commencer n'importe quel projet, je pense. N'importe quel projet. Et tout l'argent était... Tu as tout perdu? J'ai pas tout perdu. J'ai tout utilisé. J'ai tout utilisé. Et en fait, j'ai pas perdu. Ok. Parce que l'activité s'est développée. Ok. Mais je pensais peut-être que l'activité allait se développer plus vite. Vite. Et j'étais frustrée. Quelqu'un qui a l'habitude d'avoir de l'argent et qui n'en a pas, c'est un peu difficile. C'était très difficile même. Donc je ne comprenais pas. J'ai tout fait, j'ai fait de la communication, j'ai tout fait. J'arrive à payer mes factures, mais jusqu'à présent, au bout de plus d'1 an et demi, j'ai pas de salaire. Qu'est-ce qui fait ça? C'est à cause du loyer? C'est à cause on va dire, des points d'investissement qui n'ont pas été les meilleurs? C'est à cause de quoi? En fait, c'est le temps normal. Ok. Voilà, le temps qu'une activité se développe, c'est comme ça, il y a le coût. Voilà, il y a le coût. Les gens ne sont pas prêts peut-être à dépenser une somme comme ça assez facilement. Ils ont besoin de preuves, de résultats. Ok. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es ajusté? Quand tu t'es dit, après tout ce temps, que ce n'est pas allé dans ton sens, quelle décision tu as prise? Quelle décision j'ai prise? J'avais un local qui me coûtait assez cher. D'accord. J'ai dû quitter ce local-là. Où ça? À l'ACI? À l'ACI. D'accord. Donc il n'y avait pas d'électricité. Il y avait plusieurs points qui ont fait que mon année a été difficile l'année dernière. Ouais, c'est vrai que l'électricité l'année dernière, c'était un challenge. Nous, on a failli fermer ici. Voilà. Ouais. Voilà. Donc quand on n'a pas les moyens d'acheter les panneaux et tout ça, donc vraiment ça devient compliqué parce qu'il faut quand même payer son loyer. Et donc je devais avoir d'autres activités à côté pour pouvoir payer tout ça. Du coup, c'est un client. Je passais devant son local tout le temps et je demandais le prix, si ça a baissé ou pas. Et un jour, en fait, le propriétaire était là. Et il me demande quelle est mon activité. Donc, je lui explique. Il dit que lui, il n'a pas d'autre problème dans sa vie que la cigarette. Lui, il veut juste arrêter de fumer. Voilà. Que s'il arrête de fumer, lui, c'est ce qu'il va faire pour moi. Ok. Et c'est cette chance que j'ai eue d'avoir ce nouveau local-là. Et comment ça s'est passé? Comment tu l'as aidé? Ça s'est passé comment? Il me dit qu'il fume la cigarette. Moi, c'est mon métier de faire arrêter. D'accord. Donc, ce n'était pas un problème, je l'ai fait arrêter. En combien de temps? Ça dure 2 heures. La séance dure 2 heures. Wow. Oui. Ok. Pour le tabac, la séance dure 2 heures. Ok. C'est un entretien assez intensif. Ok. Mais dans tous les cas, au bout de 2 heures, quand la personne sort du cabinet, elle ne fume plus.
Attends, c'est la magie ou quoi? Tu es en train de me dire que tu fais, c'est vraiment en 2 heures de temps, pas plus? Non, pas plus. Pas en plusieurs séances? Non, pour la cigarette, c'est une seule séance. Ok, et pour la weed par exemple? Pour la weed, on va recevoir le patient pendant une semaine. Ok. Ça veut dire que ça fera peut-être 3 ou 4 séances, ça dépend de la personne. Et par exemple, est-ce qu'il y a une différence entre une personne qui a fumé 10 ans et une personne qui a fumé 5 ans et une personne qui a fumé 20 ans? Excuse-moi. Non, en fait, la seule différence, c'est que la volonté, son degré de volonté. Quelqu'un qui a fumé 10 ans, il n'a peut-être pas tous les problèmes d'une personne qui a fumé 20 ans ou 30 ans. Donc la volonté n'est pas pareille. Mais quelqu'un qui a fumé 40 ans, il voit qu'il arrive à arrêter assez facilement. Il ne retourne jamais, il ne va plus jamais fumer. Et la chicha, comment vous faites? La chicha, c'est le même procédé. Donc la chicha, c'est comme un peu une tétine aussi. Voilà, je prends le terme tétine, pourquoi? C'est quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir dans la bouche et que voilà. Voilà. Donc la psychothérapie sera un peu différente. On peut le faire sur 2 séances, mais il y a beaucoup de gens qui arrêtent la chicha en 1 séance aussi. Donc, je pense que vous devez profiter, la famille, ceux qui nous regardent. Et encore une fois, nous sommes avec les partenaires Bajaj, avec la magnifique moto Pulsar 150. Pas toi en train de regarder un photo, tu vas l'acheter ou quoi? Non, je ne sais pas conduire une moto, mais elle est vraiment belle. Hein. Ah ouais. Et donc, la famille, pour toutes vos constructions, pour tous vos projets d'immobilier, on va dire, de quoi que ce soit, d'immobilier, est-ce que c'est le terme en fait? Ouais, de construction, de rénovation, CMM, ciment et matériaux du Mali pour vous. Numéro 1 au Mali, ciment de bonne qualité, consommé malien à la famille. Alors, franchement, ce que tu me dis là, ça relève de la magie. Franchement, j'ai envie de voir ça. Et combien de gens tu as traité jusque-là? Alors, sur 1 an et demi, je pense que j'ai traité plus de... entre 70 à 80 personnes. Waouh. Et tu as des témoignages de ces gens? On a des témoignages. Okay. On a des témoignages sur le Mali, sur le Sénégal. Okay. Peut-être pas sur la Côte d'Ivoire, mais en tout cas sur ces 2 pays-là. Beaucoup de témoignages de parents aussi. Okay. Voilà, d'enfants, de petits-enfants. Wow. Donc c'est ça qui nous donne la force de continuer. Et tu as des pages où on peut te contacter? Oui, en fait, on a créé un Facebook où on essaie de relayer, par exemple, les témoignages et tout ça. Il y a le site internet Finish Addict où il y a toutes les informations sur notre travail, sur notre méthode. Parce qu'il y a le sevrage des drogues, des addictions, du tabac, mais il y a aussi la gestion du stress et du burn-out, qui est de la relaxation, oui, on fait ça. Et le sevrage du sucre ajouté que je n'ai pas commencé à Bamako pour le moment. Wow, je pense qu'au niveau de la salle, on devrait travailler ensemble. Voilà. En fait, il y a beaucoup de demandes sur certains points, mais en fait, quand on travaille seul, c'est un peu difficile de développer tout ce qu'on a envie de faire. Mais comment ça se fait qu'après, je veux dire, en une année, 70 clients, c'est pas énorme, en vrai? C'est relatif. D'accord. Mais comment ça se fait qu'après tout ça, je veux savoir en fait, qu'est-ce qui a cloché? C'est la communication qui est défaillante ou c'est le prix qui est trop élevé? Que les gens jugent trop élevé? Parce que pour arrêter de fumer, je pense que tu n'as pas de prix en fait. C'est comme si tu payais pour tes poumons. Au Mali, ce qui s'est passé, c'était la barrière de la langue. Parce qu'en fait, les Maliens, on n'est pas trop compliqués. On a juste besoin d'être convaincus. Maintenant, si je parlais bambara, je pense que j'aurais pu convaincre plus facilement les gens. Pour le Mali, je parle bien. Et aussi, vraiment, l'année dernière, tout le monde était fatigué financièrement. Mais petit à petit, vraiment, je pense que ça commence à aller. Pour moi, les gens ne sont pas moins fatigués, on s'est juste habitué à la fatigue. C'est vrai, c'est vrai. L'année passée, maintenant, c'est pareil, juste qu'on s'est habitué à la fatigue et voilà, on a osé des choses. C'est vrai. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que, ça c'est un peu plus du côté composition et tout, quelle est la différence réelle entre la chicha et la cigarette, en vrai? Quelle est la différence? La différence entre la chicha et la cigarette. J'entends des fois la chicha est pire, la cigarette est pire, patati, patata. J'y crois pas beaucoup, donc je ne sais pas si tu en sais quelque chose. Ce que je peux dire, on m'a posé la question il y a pas longtemps. Est-ce que c'est vrai qu'en fumant une chicha, ça fait un paquet de cigarettes? C'est comme si on fumait un paquet de cigarettes. Oui, c'est le cas. C'est le cas? Oui, c'est le cas.
Parce que c'est du tabac. Mhm. Il y a de la nicotine dedans. Ok. Et on le fume, même si on pense le crapoter, on le fume. Ok. Donc quelqu'un qui fume la chicha, il dit non, je fume pas la cigarette, je fume pas. Mais tu fumes en fait. Tu fumes la chicha. Tu es dépendant de ça. Si je me rappelle bien, il y a un décret ici au Mali Mhm. qui interdit la chicha. Et qu'est-ce que tu penses de ce décret-là? Franchement, je félicite le gouvernement malien. Ok. Je pense qu'en Afrique, Mhm. en tout cas Ouest Afrique, c'est le premier pays à avoir interdit la chicha. Et en fait, c'est quelque chose qui détruit les enfants fumés, les jeunes fumés, les adultes fument et même les femmes fumées. Donc tout ça, ils détruisent leur santé sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. Ok. Mais qu'est-ce que tu penses d'interdire la chicha et de continuer à autoriser la cigarette? Euh, Si on regarde Mhm. dans le monde, Mhm. dans le monde entier, je ne Mhm. pense pas qu'il y ait un pays qui interdit la cigarette, peut-être en Afghanistan, des pays comme ça, mais aucun pays ne peut interdire ce produit-là. À On cause- peut augmenter les prix, je ne sais pas. On peut augmenter les prix. Tu souris comme quelqu'un qui sait. Hein? Tu ris comme quelqu'un qui sait. Non, je ne sais pas. Mais on peut augmenter les prix, essayer de faire que les gens consomment moins, mais c'est la seule chose qu'on peut faire. Et tu es catégorique en plus. Oui. Après, je pense qu'au Ghana, on n'a pas le droit de fumer la cigarette en public. J'ai été au Ghana, je suis sûr. On n'a pas le Ah, on droit. n'a pas le droit. Non, de Ah, mais fumer la c'est super, cigarette ça. en public, au Ghana, on n'a pas le droit. Ouais. Et je ne sais pas s'il y a d'autres pays. Après, si vous le savez, dites-le en commentaire, ça va nous faire de la connaissance en plus. C'est ça. Et la cigarette électronique dans tout ça, elle se situe où en termes de gravité et tout? Parce que franchement, il y a toute une variété de produits. Il y a la cigarette électronique, il y a la chicha électronique, il y a les puffs, je sais pas, il y a plein de trucs. Donc, est-ce que tu as de la documentation sur ça? C'est ça le problème de la cigarette électronique, de la puff, c'est qu'il n'y a pas de documentation. Il n'y a pas assez de temps De test? de test par rapport à ça. Ok. Et on te dit que, par exemple, pour la cigarette électronique, c'est pour t'aider à ne plus fumer. Ok. Mais tu vas voir qu'il y a des personnes, ça fait 10 ans qu'ils sont sur la cigarette électronique. Donc, ils sont finalement devenus addicts à la cigarette électronique. Ah non, ils sont addicts. De toute façon, il y a de la nicotine dedans, il y a plusieurs choses dedans. Et surtout, c'est encore pire que la cigarette parce qu'on l'a toujours dans la main. Donc, par exemple, un fumeur fumait 10 cigarettes par jour, allez, un paquet, mais lui, en tirant toutes les 2 minutes là sur sa machine, il fume combien de cigarettes finalement? Et dis-moi, parmi tes clients, il y a plus de femmes, il y a plus d'hommes, c'est comment? Au Mali, Oui, il y a plus d'hommes. ok. Et dans d'autres pays? Est-ce que tu as eu des cas où il y avait plus de femmes? En France, j'ai traité plus de femmes, mais j'ai pas assez travaillé en France. Ok. Voilà, par rapport à cette activité-là. Au Mali, les femmes auront vraiment du mal. Je peux me déplacer chez elles pour aller les traiter, mais c'est vrai qu'elles ne me feront pas de témoignages ou de choses comme ça, en tout cas en vis-à-vis. Mais venir au cabinet où il y a écrit, en gros, sevrage du tabac et tout ça, c'est difficile. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça n'a pas été un souci? Parce que dans notre société, il y a beaucoup de choses qui se font, mais peu de choses dont on parle, en fait. Oui, on me l'a clairement dit. C'est pour ça aussi que j'ai déménagé. J'étais dans une grande rue. Donc c'est une grande rue où il y a beaucoup de passages et même les personnes responsables étaient un peu dérangées de rentrer dans le cabinet parce que les gens les regardaient, les reconnaissaient. Donc je me déplaçais beaucoup à domicile et donc c'était un peu fatigant. C'est pour ça que j'ai pris un endroit un peu plus caché où les gens peuvent venir plus facilement. D'accord, je vois. Franchement, je trouve ce que tu fais très noble et Merci. je pense que beaucoup de gens devraient s'intéresser à ça parce que il y a le souci qui est là. Il y a le souci qui est là, il y a le besoin qui est là. Les gens, moi, je ne connais pas de fumeur qui ne veut pas arrêter de fumer. Franchement, je n'en connais pas. Tous les fumeurs disent qu'ils veulent arrêter, mais ils n'ont pas encore la volonté. Alors, tu nous as tous parlé d'une expérience d'un monsieur que tu as aidé et qui disait en fin de compte qu'il ne voulait pas, qu'il ne devait pas payer et tout ça. Tu peux un peu nous partager l'histoire et tout? Alors l'histoire, elle est très simple. C'était au moment où j'ai fermé le premier cabinet. Okay. Donc le temps de pouvoir m'installer dans le deuxième cabinet, je recevais les gens chez moi. Okay.
Et donc le monsieur m'appelle la veille pour me dire que vraiment il est vraiment pressé, qu'il veut arrêter de fumer, que son collègue a arrêté de fumer, donc il lui a tout expliqué. Et qu'il voudrait son collègue que tu avais traité? Que j'avais traité, et qui avait payé bien sûr. Et je lui dis, il n'y a pas de souci, on prend le rendez-vous. Et quand on prend le rendez-vous, il vient, on a une séance même de 2... Il était très pressé, mais on a eu au moins une séance de 2h30. Et à la fin de la séance, je lui dis, écoutez, c'est 100 000 francs. Il dit non, que lui, il ne peut pas payer ça parce qu'il n'était pas au courant, je ne l'ai pas informé. J'ai dit, mais votre collègue, il est au courant, il vous l'a dit? Il a dit non, il m'a dit qu'il a arrêté de fumer, mais il ne m'a pas dit que c'était ce prix. Et dans tous les cas, moi, je n'étais pas prêt pour ça et vous ne me l'avez pas dit. Effectivement, quand il est arrivé, comme c'était un peu dans l'urgence, c'est vrai que je ne lui ai pas expliqué les termes et tout ça. Donc moi aussi, j'étais en tort. Et donc, il me dit que vraiment, lui, il ne pourra pas payer cette somme-là. Et j'étais tellement fâchée qu'il a voulu polémiquer. Je lui ai dit non, c'est bon, il peut partir. Voilà. Et au final, tu nous disais qu'il t'a demandé quoi? Il t'a demandé de... Il a dit, est-ce que je peux reprendre ce que je lui ai fait, le traitement que je lui ai fait, est-ce que je peux le récupérer? Donc, il m'a donné une vraie leçon parce qu'en fait, c'est bien de dire les choses. Il faut dire les choses. Le prix de ma séance pour le sevrage du tabac, c'est 100 000 francs. 100 000 francs, pourquoi? Il s'est avéré qu'on a fait une petite étude quand même sur la première année. Et c'était sur le nombre de personnes, les personnes qui ont repris la cigarette, généralement, c'est ceux qui n'ont pas payé. Les jeunes qui n'ont pas payé le prix. Et les personnes aussi, j'ai mis les gens que j'ai pas eu de leurs nouvelles, qui m'ont pas fait de témoignage. Attends, ceux qui n'ont pas payé, je comprends pas. C'est quoi l'analyse derrière? C'est parce qu'ils n'ont pas payé, qu'ils n'ont pas compris la valeur de la chose, ou je comprends pas? Dans ma formation, on nous explique, en France, la séance, elle a 220 000. 250 000, pardon, 220 euros. Je crois que ça fait 150 000. 220 euros, ça fait à peu près 145 000, par là. Voilà, quelque chose comme ça. Et on nous explique que le prix est très important dans le sevrage. C'est que c'est comme une signature, en fait. Et au début, on ne le comprend pas parce que, voilà, on apprend et tout. Mais en fait, plus on va exercer, plus on va voir la vérité. C'est que vraiment la somme que la personne paye, c'est vraiment comme si le crédit, en fait, de son arrêt du tabac. Donc la personne signe et dit, c'est fini pour moi, j'arrête. Et c'est ça qui l'aide à se maintenir. Ok, je comprends tout à fait là. Donc très souvent, quand les parents viennent payer pour certains patients, ils rechutent. Ou c'est quel pourcentage de gens qui ont rechuté? Bon, il y a beaucoup de gens qui venaient me voir qui souhaitaient arrêter. Il y a des gens, ils n'ont pas les moyens. Quand on parle avec eux, on voit qu'ils n'ont pas les moyens. Je ne peux pas lui refuser de le soigner parce qu'il est venu avec la volonté. Mais généralement, ils vont arrêter 1 mois, 2 mois et ils vont reprendre. Parce qu'ils n'ont pas payé, ils n'ont pas eu à... Ils n'ont pas honoré un contrat, en fait. Voilà, avec eux-mêmes. C'est ça, ils n'ont pas honoré le contrat. Donc, j'ai vu que vraiment, la personne reprenait. Voilà, la plupart des gens qui n'ont pas payé, il y en a 2 qui n'ont pas payé mais qui n'ont pas repris, mais tous les autres ont repris. Intéressant. Je pense que les gens sont appréciés. Voilà. Je trouve que ça a du sens. C'est comme quand les gens viennent à la salle de sport, les gens qui viennent, qui se désistent, pour ne pas se désister des fois, ils viennent, ils payent 3 mois d'un coup. Donc, si vous voulez venir à la salle, venez payer 3 mois d'un coup. Et vous allez partir tous les jours à la salle. C'est vrai. Est-ce que tu penses à l'argent que tu as dépensé, le travail peut-être que tu as fait pour avoir cet argent? C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu penses des méthodes de sevrage classiques qui existent ici? Par rapport aux méthodes de sevrage classiques qu'il y a ici, j'ai visité l'hôpital psychiatrique du Point G. J'ai visité l'hôpital psychiatrique militaire. Et vraiment, je trouve qu'il y a des avancées. Il y a des avancées, pourquoi? Parce qu'il y a des résultats. Pas autant qu'on veut, mais il y a les résultats qui sont là. Le docteur Makalou, le colonel docteur Makalou, vraiment, il fait un travail incroyable pour aider les gens à sortir de leurs addictions. Alors, il y a la MILD qui a
que le président a demandé à la MILD de créer une commission de sensibilisation sur les effets néfastes des drogues, des substances psychoactives. Donc c'est le docteur Makalou qui la co-dirige avec le ministère de la Jeunesse. De là, vraiment, on essaye de faire beaucoup de choses pour sensibiliser la population et avancer sur ce projet-là. Est-ce que tu as eu des contacts du gouvernement et du MILD par rapport à plus d'actions dans ce sens? Est-ce qu'ils ont voulu travailler avec toi d'une quelconque manière? Je fais partie de la commission. Donc, depuis novembre, je pense, novembre où on a fait notre première sortie à Bagadadji avec le ministre de la Jeunesse, le ministre Fomba. On a fait la sensibilisation. On a d'ailleurs ici dans le podcast. Ah, super. Il est super. Hein. Ouais, il s'exprime bien. Ouais, j'ai eu beaucoup de pression ce jour-là. Je me suis fait dessus. J'imagine. Ouais. En fait, il a pris cette mission à cœur parce que voilà, hein, tout le monde est confronté à cette situation. Et vraiment, ils ont mis les moyens. Ils mettent les moyens, on part dans toutes les régions, on essaie d'aller dans toutes les régions, on essaie de parler, d'expliquer les méfaits des drogues et des substances psychoactives. Et on espère avoir un financement pour avancer dans ce projet-là. Franchement, moi, je l'espère tout autant. Je l'espère tout autant. Et au terme de ce projet, j'espère que, on va dire ici déjà au podcast, j'espère que les gens vont beaucoup contacter parce qu'il faut sauter le pas. C'est quelque chose dont il faut sauter le pas. Alors moi, j'ai déjà vu quelque part sur Facebook, tu vois, avec les réseaux sociaux, on ne connaît plus les sources des choses. Il y a un monsieur qui dit « Arrêtez de fumer, c'est facile. J'ai arrêté plusieurs fois. » Qu'est-ce que tu en penses? Parce que arrêter, c'est facile. Pourquoi? Oui, il a raison, arrêter, c'est facile. Je peux arrêter là, il y a le ramadan qui va arriver. Ouais. Donc, je peux me dire, ben, écoute, demain, je ne fume pas. Okay. Jusqu'à la coupure. Okay. J'ai arrêté. Ok. Ok. Voilà. Mais est-ce que ça fait toujours partie de ma vie? Oui. Il faut comprendre que les personnes qui fument, quelqu'un qui n'a jamais fumé ne peut pas le comprendre. Mais quelqu'un qui fume, la cigarette, c'est sa meilleure amie. C'est son compagnon, c'est sa maîtresse, c'est tout ce que tu veux, mais elle fait partie de sa vie. Donc, c'est pas facile de lui dire de laisser cette personne, cette chose... Pourquoi pas sa femme et sa maîtresse? Comment? Pourquoi pas sa femme et sa maîtresse? On préfère la maîtresse. On préfère toujours la maîtresse. Et qui a dit ça? Ah, à toi de voir, hein, mais quand même, je pense que... mais... L'exemple que je te prends de maîtresse, parce que la maîtresse, tu es avec la maîtresse. Okay. Tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Mais est-ce que tu arrives à laisser? Les maîtresses, c'est comme des cigarettes, c'est ça? Voilà, tu te dis que ben, demain, ça y est, c'est fini avec la maîtresse. Mais okay. Demain, tu retournes là-bas encore. Ah, c'est exactement comme une cigarette. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Voilà. Ah bah c'est intéressant. Après, au niveau suivi psychothérapeutique, est-ce que tu t'assures, est-ce que au-delà des deux heures, est-ce que tu as un programme, un package qui fait que tu aides la personne en termes de suivi, que ce soit à domicile, que ce soit que la personne part tout le temps? Comment tu t'assures que le résultat est pérenne? Donc, tout à l'heure, on a eu une petite interview où je t'expliquais que pour l'instant, je ne fais pas le sevrage de l'alcool. Okay. J'ai arrêté parce que ça me demandait trop d'énergie. Le fait d'être tout seul pour le moment, je ne peux pas faire toutes les activités. Mais pour tout sevrage du tabac ou sevrage de substances psychoactives, je suis la personne sur 1 an. Donc les premières semaines, elle est appelée très régulièrement. On discute, on partage, elle a des entretiens motivationnels, je lui envoie des vidéos de relaxation. Et aussi, pendant les 1 an, la personne peut venir autant qu'elle veut. Donc généralement, toutes les personnes qui ont été sevrées viennent toujours au cabinet, jusqu'à présent. Où on est toujours en contact, s'ils ne sont pas à Bamako. Ça, c'est intéressant. Parce que ça peut garantir que le résultat, en fait, qui reste pendant quelque temps. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu ressens, en fait, quand une personne est... C'est quoi la fois où tu as aidé quelqu'un à se sevrer qui t'a rendu le plus fier? Parce que j'imagine que tu es fier dans tous les cas quand ça marche. Je suis très fière. Je suis très fière. Pourquoi? Parce que là, ma vie a un sens. Ma vie a vraiment un sens parce que j'aide les gens et je sauve des vies, pour de vrai. J'ai plusieurs cas, mais le dernier cas qui m'a vraiment touchée, c'est un monsieur, un responsable dont je vais taire le nom, qui est venu me voir, qui lui prenait de la cigarette, mais autre chose aussi. Et il était vraiment peiné par ça parce qu'il n'arrivait pas à arrêter. Il avait la volonté d'arrêter, mais il ne savait pas comment faire.
Et ce monsieur m'a appelé de son voyage. Il a voyagé là dernièrement avec sa famille, toute sa famille. Il s'est permis ce cadeau-là parce que ça faisait longtemps qu'il ne voyageait pas. À cause de la cigarette et des autres choses qu'il prenait. Parce que le temps de voyage, il ne pouvait pas faire tout ce temps sans fumer ou sans... Oui, oui. Et il m'a appelé, il m'a dit Fatou, merci. Et ce merci, il n'y a rien de plus bon. Ce monsieur, il a payé. Il a payé plus qu'il devait payer. Il n'est pas comme l'autre, il ne t'a pas demandé de... Non, l'autre là, hein, c'est un pas comme l'autre dans la famille, franchement. L'autre là, il n'était pas bien. Ouais. Et c'était un Keïta même. Les Keïta là, ils ne sont pas bien. Et il était... En fait, son merci, il voulait tout dire en fait. Et ça donne un sens à ce que je fais. Tous les sacrifices que je fais là, c'est pour avoir ça, ce merci là. Non, franchement. Et parmi tous les gens que tu as soignés, c'était quoi le cas le plus grave dans les actions? Qu'est-ce que la personne faisait qui te faisait voir que ça, c'est un cas vraiment plus qu'alarmant? Mais j'ai eu un cas où j'ai eu très peur. C'était un jeune de 23 ans, si je me rappelle bien. Okay. J'ai dû aller d'ailleurs chez lui il y a 2 semaines, je pense, okay. Parce qu'on a eu un mariage en commun. Et ce petit, sa maman l'a ramené. Okay. J'ai eu sa maman au téléphone qui m'expliquait que son fils prend de la drogue. Ok, il prend quelle drogue? Elle ne sait pas. Je dis, mais comment je vais faire? Je ne peux pas vous aider parce que je ne sais pas quelle drogue il prend. Et elle me dit, écoutez, on arrive. Okay. Donc ils arrivent, la dame ne parle pas français, mais elle parle maraca. Et donc on discute. Donc je lui demande de sortir. Tu parles soninké aussi? Oui, je parle très bien maraca, mais je ne parle pas bambara. C'est normal, le Mali est grand. C'est ça, exactement. Les langues sont belles. C'est ça. Mon père parle soninké. Ah. Ouais, il dit même à ses petits-fils qu'ils sont soninké, je ne sais pas pourquoi. Marico, le nom de famille Marico. Moi, quand j'étais gamin, il m'a dit que j'étais bambara. Donc, lui et ses petits-enfants, ils peuvent être soninké s'ils veulent. Moi, il m'a dit je suis bambara. Donc, moi, je suis bambara. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas pour lui. Mais tes enfants seront maraca. Ah non. Ça c'est fini. Ça, c'est juste ses petits-enfants. Ses autres petits-enfants qui ne sont... techniquement, ouais. Franchement, apparemment, j'ai pas le choix. Il faut lui demander pourquoi il a dit ça. Je sais pas. Ta question, c'était quoi? C'était... Avant que je me perde. Alors, je me suis perdu. C'est bizarre. On a parlé d'autre chose. Je disais le cas le plus grave. Ah oui, le jeune. Et donc, ce jeune-là, il est arrivé et il s'est lâché. Je crois qu'il était à bout. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais il était à bout. Et il m'a expliqué, il m'a dit tout ce qu'il prenait. Il m'a expliqué. Il ne s'est pas caché, en fait. Et je lui ai expliqué que là, en fait... Donc lui-même, il voulait. Voilà, il voulait. Je lui ai dit, avec tout ce qu'il m'a expliqué, son sevrage va être difficile. Je peux l'envoyer vers l'hôpital, mais son sevrage va être difficile. Il a dit non, qu'il était prêt. Il a dit, il est prêt, il va arrêter. Et lui, il a été fatigué parce qu'il a eu... son sevrage a été très compliqué. Il a eu la diarrhée, il a eu des vomissements, il a eu de la fièvre, il ne dormait pas, de l'insomnie. Mais, par exemple, je vous donne un exemple, c'était le lundi qu'on a commencé le sevrage. Il est revenu le mardi, je n'ai pas reconnu. Parce qu'en fait, il a transpiré. Donc, tout ce qui est toxique est en train de sortir de son corps. Et c'était un autre jeune homme qui était devant moi. Donc, on a fait 4 séances. Au bout de 4 séances, il ne prenait plus de drogue. Mais vraiment, ça n'a pas été facile. Wow. Voilà. Après lui, je n'ai pas pris de jeunes comme lui pour la même situation parce qu'en fait, c'est dangereux. C'est dangereux pour la personne? Pour la personne, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être qu'elle peut subir un arrêt cardiaque. C'est mieux de les référer à l'hôpital directement pour ce traitement avec des médicaments où ils seront suivis, internés. Et de là, après ça, moi, je pourrais m'occuper d'eux. Dans les habitudes que la drogue et les différents psychoactifs ou par exemple juste la cigarette créent, c'est lequel qui fatigue le plus, qui empêche les gens le plus d'arrêter? Dans les effets que ça crée, dans les habitudes que ça crée. J'imagine quand tu fumes, c'est pour un but précis. Les gens qui fument de la beuh, en général, ils se sentent bien, ils se sentent relaxés. Est-ce que c'est à cause de cette relaxation ou c'est à cause de quelle habitude précisément que les gens ont du plus de mal, selon toi? On le voit pendant le ramadan. Je ne sais pas si on le voit ici au Mali, mais en France, quand la période du ramadan arrive,
il y a beaucoup de bagarres. Parce que ces jeunes-là, généralement, sont musulmans et se retrouvent, ne fument pas, donc ils ont des crises. C'est-à-dire pour un rien, pour un regard, pour, je sais pas moi, pour tout, il y aura la bagarre. Et dès qu'ils ont coupé, dès qu'ils ont pris leur substance, ça y est, ils se calment, ils demandent pardon et tout ça. Ça agit. En fait, quand on a une habitude, on en a besoin. C'est comme si, je sais pas, on a besoin d'eau. Donc ça revient à la même chose. L'addiction la plus difficile à arrêter, ça sera la cigarette. La cigarette, vraiment, ça fait partie de la personne. La personne qui fume pendant 20 ans, ça veut dire même ce geste-là lui manque. Il en a besoin. Selon toi, si par exemple la drogue était autant acceptée et démocratisée que la cigarette, est-ce que ce serait encore plus difficile? Ce serait plus facile. Parce qu'on voit bien, par exemple, en Hollande, si je me rappelle bien, en Hollande, il y a des... comment ils appellent ça? On peut acheter de la drogue, c'est légal en fait. Mais au Canada également. Au Canada également. Et les gens, ils ont moins de problèmes. Ils ont moins de problèmes. Ils n'ont pas les problèmes qu'on a en Occident ou au Mali et tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce que tu penses de l'idée? Je ne sais pas si c'est une idée reçue. Les gens qui disent que c'est mieux de fumer. Il y a certains, ceux qui fument la beuh. Il y a des gens qui disent que c'est mieux de fumer la beuh que de fumer la cigarette. La beuh, comment je vais dire ça? Dans tous les cas, tout n'est pas bon. On prend la beuh pour soigner. Le cannabis est utilisé en traitement. Par exemple, il y a des gens qui ont le cancer et tout ça. On peut utiliser, leur prescrire, en tout cas, si je me rappelle bien, du cannabis pour atténuer la douleur. Mais ça, c'est pas par voie de fumer. C'est que c'est par quelle voie, ça? Je crois que même on peut le fumer, si je me rappelle bien. Ok. Mais, par exemple, dans un joint, on met du tabac. Donc, on fume le tabac et on fume le hashish. Dans tous les cas, je ne pense pas que c'est mieux de fumer du hashish ou que ce soit mieux de fumer la cigarette. Ça revient même. À un moment donné, il faut arrêter parce que ça tue la santé, en fait. D'accord. Bon, pas de dernière petite question, mais et ceux qui prennent ça sous d'autres formes, sous forme de cookies ou des choses comme ça, est-ce que c'est le même traitement? Est-ce que c'est la même chose? Je ne crois pas qu'il y a la même addiction. En fait, aussi, il y a comment on dit ça? Le cannabis. Il y a je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais on enlève la partie qui est mauvaise. Okay. Et dans les gâteaux, je pense que c'est ça qu'on met. Donc, je ne pense pas que ce soit aussi addictif. On peut le prendre, peut-être passer une bonne soirée, hein, c'est ce que j'imagine. Hein. Mais je ne crois pas que c'est addictif comme le joint, par exemple, je ne pense pas. Et le problème ici, ce n'est pas le joint, hein, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur. On te dit que tu fumes du cannabis, mais est-ce que tu fumes vraiment du cannabis? Au Mali, ici? Au Mali, ici. Est-ce que c'est vraiment du cannabis? On ne sait pas ce que les gens fument, on ne sait pas ce que les gens prennent. C'est ça le problème qu'il y a là actuellement à Bamako. Est-ce que tu peux nous citer quelques pires risques, en fait, ou quelques pires effets immédiats qu'on peut avoir, les 5 ou les 2? Par exemple, j'ai dit immédiat, souvent on va couper cette partie. Oh. Qu'est-ce que tu as dit? Laisse tomber. J'ai pas entendu. Je suis dans mon monologue, je suis fatigué. Pour toi, c'est quoi les 2 pires effets ou les 5 pires effets que tu peux avoir? Bah en fait, y a des gens qui vont fumer et qui vont tomber dans... Comment on appelle ça? Ils vont faire j'ai oublié le nom, comment on appelle ça, mais ils vont tomber. Parce qu'ils ont pris leur drogue et puis ils tombent, ils se rappellent de rien. Ça peut arriver. Et quand ça arrive, en fait, tu peux mourir, tu peux ne pas te réveiller, tu rentres dans un coma. En fait, quand tu tombes comme ça, c'est que tu rentres dans un coma semi-profond où tu ne pourras pas te réveiller, peut-être. Pour les médicaments, parce qu'on néglige souvent les médicaments, mais la plupart des gens qui prennent de la drogue ici, c'est par rapport aux médicaments. Le constat qui a été fait par le président de la République, c'est par rapport aux jeunes qui sont partis se présenter pour être militaires et qui n'ont pas été retenus parce qu'on a vu de la drogue dans leur sang. Généralement, c'est des médicaments qu'ils ont pris pour être en forme, pour tenir le coup, et c'est une drogue. Il y a beaucoup de gens ont dit, il était là, il n'avait rien, il est mort. Et il n'est pas mort comme ça, non. Généralement, il a pris des médicaments. Et c'est les médicaments qui l'ont tué. Est-ce que tu as fait, dans tes études, tout ça, est-ce que tu as fait une recherche sur les raisons qui poussent les jeunes Maliens précisément à fumer? Est-ce que tu as vu des sondages? Alors, ce n'est pas mon étude à moi. Dans la commission, je pense qu'on est 42. Donc, il y a une sous-commission qui va faire cette étude-là
Déjà, par exemple, prendre toutes les drogues, les mettre sur un dossier, expliquer quelle drogue fait quoi et tout ça, c'est en cours. La commission, vraiment, elle essaie de catégoriser tout ça et de donner le plus d'informations possible à la population. Dans les prochains... Non, la commission de sensibilisation aux effets néfastes des drogues et des substances psychoactives. D'accord. Voilà. Alors, je pense que tu nous as donné beaucoup d'informations. Il y a des choses que j'avais vues dans quelques recherches et tout. Il y a des choses que je comprenais moins facilement. Mais bon, je pense que c'est très intéressant ce que tu fais. Et encore une fois, c'est très honorable. Merci. Et tu peux rappeler tes pages, tes réseaux sociaux et on mettra le numéro de téléphone parce qu'il faut que les gens contactent. Je sais qu'il y a des gens ici qui veulent arrêter. Donc, on va dire que ça, c'est une passe décisive qu'on leur fait. C'est vrai, c'est vrai. J'aimerais rajouter quelques mots. C'est pour dire, en fait, je parle en français. J'espère que les personnes qui vont écouter vont nous comprendre. Mais maintenant, en fait, ici à Bamako, en tout cas, il y a tous les moyens pour arrêter, que ce soit la cigarette, que ce soit la drogue, que ce soit les substances psychoactives, comme le tramadol. Vous avez aujourd'hui des moyens d'arrêter. Si vous êtes prêt, si vous avez la volonté, rapprochez-vous de ces services et faites-vous aider. Je parle aussi aux mamans, aux papas qui s'occupent d'un enfant qui est addict. Vous n'êtes pas seul. Donc vous pouvez venir vous exprimer. N'ayez pas honte de parler. Voilà. Quand vous avez honte, vous aidez. C'est comme si vous accompagnez votre fils à rester dans cette dépendance-là. Parlez, exprimez-vous par rapport à ça. Et on est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Franchement, merci. J'allais te demander si tu avais un message précis à formuler à notre audience. Voilà. Je pense même qu'on va mettre cette partie au début. Mako, là, tu vas noter le temps. Ça s'est passé à 50 minutes. C'est bon? Donc, on va mettre cette partie au début parce que c'est très important à savoir. Ok. Alors, je te demandais tantôt de rappeler tes réseaux sociaux. Alors, le site internet, c'est finishaddict.com. Les réseaux sociaux, c'est Finishaddict Bamako pour le TikTok. Et sur le Facebook, c'est Finishaddict. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a le numéro de téléphone et vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Super. Alors, la famille, merci beaucoup à vous d'être restés jusqu'au bout. Si vous êtes restés jusqu'au bout, dites que Junior a dormi derrière la caméra. Mais en fait, Junior n'a pas dormi derrière la caméra. Junior est parti, je ne sais pas où. Donc, Fatou, merci à toi. Merci à toi et toute ton équipe de m'avoir reçu. Et vraiment, je trouve que c'est super ce que tu fais. Continue comme ça et courage à vous. Merci et courage à nous tous. À une prochaine fois dans les escapades.